Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième conférence de la semaine de colloques scientifiques, Forêt vierge, mythe ou réalité, organisée par l'association Brin de Forêt, qui est représentée par l'ensemble des étudiants du Master 2 Biojet sur Montpellier. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez contacter ou en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à faire référence à nos différents liens qui seront affichés sur le chat du Zoom et du YouTube dans quelques instants. Donc, pour résumer en quelques mots ce qui s'est passé dans les premiers jours de cette semaine de colloque, donc la première conférence de lundi avait été présentée par Geoffrey de Saulieu, et au travers de son approche d'écologie historique, nous avons pu voir à quel point les sociétés humaines, les activités humaines ont participé à la mise en place des paysages tropicaux actuels, en particulier en Afrique centrale. Et la conférence d'hier a été présentée par l'éco-anthropologue Anne Fournier, qui nous a fait voyager au cœur de la brousse burkinabèse, et nous avons pu constater à quel point il existait des relations étroites entre les sociétés humaines locales et ce type d'écosystème bien particulier. Et par ailleurs, ces interactions entre sociétés humaines locales et forêts tropicales impliquent des stratégies de gouvernance bien particulières au sein de ces espaces. Et en particulier, le bassin amazonien, la région amazonienne, est au cœur de nombreuses tensions géopolitiques. Et pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Maya Leroy, qui est enseignant-chercheur en stratégie, sciences et stratégie de l'environnement à AgroParisTech. Et parmi ses multiples axes de recherche, elle a travaillé sur les stratégies de gouvernance sur le bassin amazonien, mais aussi sur d'autres thématiques comme la gestion des ressources naturelles locales, comme l'eau, dans le cadre de l'aide publique au développement. Bonsoir Maya Leroy, et merci d'être avec nous pour cette conférence. Bonjour à tous. Alors, je vais peut-être me présenter juste un tout petit peu plus pour que vous ayez un peu plus une idée de ce sur quoi je travaille. Et puis, je ne sais pas si Claudia Vittel est arrivée. En tout cas, j'ai indiqué que… Oui, je suis là, je suis en ligne. Merci, parfait Claudia. Et donc, voilà, le travail que je… Donc, d'abord, je vais me présenter rapidement. Et puis, je vais essayer de vous expliquer quel est le propos de cette conférence. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion sur les questions de gestion de l'environnement. Je travaille beaucoup sur les problèmes stratégiques de rapport nord-sud et de la place de l'environnement dans le rapport nord-sud. Je travaille là-dessus depuis très longtemps. Et l'UFR d'AgroParisTech, dont je suis responsable, qui s'appelle Gestion de l'environnement, a plusieurs formations, des masters, dont le master Biojet, une formation d'ingénieur et puis aussi des masters spécialisés. J'ai encadré aussi des doctorants. Donc, une partie des éléments, puisque je ne vais pas tout centrer sur la terre indigène Surui, mais une partie de ce travail, c'est le travail de thèse de Claudia Vittel. Donc, je suis très heureuse qu'elle puisse nous rejoindre parce qu'elle a une petite fille, voilà, et que tout ça s'est fait un peu au dernier moment. Donc, je suis très heureuse qu'elle soit là parce qu'elle pourra aussi beaucoup répondre à un certain nombre de questions, puisque c'est elle qui a fait la partie dure du terrain avec les Amérindiens sur Oui. Voilà, donc je la remercie vraiment d'être là. Alors, mon propos, ce n'est pas simplement, évidemment, de vous présenter ce qui se passe pour les Indiens Surui dans cette zone d'Amazonie, c'est d'essayer de vous mettre en perspective quels sont les processus en fait, de politique globale environnementale qui se déploient sur ce territoire amazonien et globalement sur les enjeux des forêts tropicales. Et du coup, comment un certain nombre de politiques, et là il s'agit de politiques qui ont développé un instrument qui s'appelle la REDD, donc la réduction des émissions liées à la déforestation ou à la dégradation des forêts, va être finalement mobilisé aussi par des acteurs locaux qui sont des Amérindiens, et quelles vont être les difficultés et la structuration qu'ils vont chercher à développer,
est-ce que ça marche ou pas et qu'est-ce qui a finalement réussi à se passer ou pas, sous quelles contraintes, pour que vous ayez vraiment une mise en perspective des enjeux globaux ou locaux. Ce cas Surui, il est très intéressant parce que, comme vous le verrez, c'est des Amérindiens très engagés et en fait, ils ont été très moteurs dans ce projet. Alors, ce que je voulais juste vous mettre en perspective d'abord, c'est que si vous voulez, il y a eu une énorme accélération de la déforestation et que si au XVIIIe siècle, on était à moins de 2 millions d'hectares par an, et ben, dès la moitié du 19e, on passait à 3 millions d'hectares. C'était encore un faible impact, hein, bien qu'on commençait à développer déjà des modèles. Hein. Alors, à l'époque, ça s'appelait des modèles managériaux coloniaux pour essayer d'améliorer l'exploitation industrielle, en particulier du bois qu'on avait dans les zones coloniales. À 1920, donc 1920, c'est le grand moment des projets de stabilisation d'une colonisation française sur les territoires, en fait. Hein. Là, eh ben, finalement, le passage au territorial va augmenter la déforestation et on pourrait s'attendre au moment des années 60, qui est la grande période de décolonisation, à ce qu'on ait un frein, puisque les États pourraient redevenir en puissance, en responsabilité de leurs ressources, y compris forestières. Et en fait, on voit aucune baisse de la déforestation. Et en fait, le développement agricole, la sylviculture tropicale et même le développement de concepts comme ceux du rendement soutenu vont en aucun cas freiner la déforestation qui va absolument s'accélérer pendant tout le XXe siècle pour arriver très rapidement à une quinzaine de millions d'hectares par an. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, bon, ben, est-ce que 90, du coup, avec l'arrivée de Rio, hein, et l'idée que tout d'un coup, Rio, avec le développement durable, devrait aider à faire quelque chose, va changer le contexte. Sachant qu'on a quand même eu la Convention de Stockholm dans les années 70 pour les grandes conventions internationales qui ont pris en compte l'environnement. Là, on voit que ça n'a rien fait bouger. Est-ce que Rio va changer quelque chose? Alors, Rio, il faut savoir aussi que c'est une conférence internationale où, comme vous le savez, on a mis en place la Convention de lutte contre le climat, contre le changement climatique, la Convention de lutte contre la désertification et la Convention pour la biodive, mais on n'a pas créé de convention forêt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu une convention pour forêt, mais il y a eu la volonté de déployer ce qu'on appelle la gestion durable des forêts. Or, si on regarde les chiffres, absolument aucune baisse dans la première décennie du taux de déforestation. On est toujours à 16 millions d'hectares par an. Dans la décennie suivante, 2000-2010, pareil. Alors attention, je parle de déforestation brute. Donc j'espère que vous avez bien tous en tête la différence. Brute, c'est ce qui est vraiment déforesté. Net, c'est si vous preniez en contrepartie tout ce qui peut être replantation ou régénération. D'accord? Donc là, je parle bien de brut parce que ça donne une idée quand même beaucoup plus précise des quantités de forêts qui disparaissent, et en particulier les forêts biodiverses. Alors, la décennie 2000-2010, on a le sentiment qu'il y a un léger frein. Certains se demandent si c'est lié finalement aux politiques de gestion durable des forêts. En fait, le dernier rapport que la FAO a sorti sur le bilan de la déforestation, il semble revenir sur l'évaluation des chiffres qu'ils avaient donnés. Il laisse penser que la première décennie du XXIe siècle, on serait encore à 15 millions d'hectares. Et puis, les taux de déforestation brute, il semble dire qu'ils diminuent dans les années 2010-2020, donc cette dernière décennie. On serait peut-être passé à 11 millions d'hectares. Mais bon, là encore, il faut voir. On reste sur des niveaux de déforestation tropicale et de déforestation générale alarmantes. On a eu quand même 18 millions d'hectares en 2014. En 2016, on a eu près de 30 millions d'hectares. Global Forest Watch
compte avec ça la déforestation des forêts secondaires et des incendies. Donc voilà, mais il faut toujours faire un peu attention aux chiffres, mais toujours est-il que même si on avait peut-être un certain ralentissement, on a quand même une énorme pression sur les forêts et en particulier les forêts tropicales. Et donc, ces forêts, elles produisent du changement climatique. Et bien sûr, dès que vous vous intéressez uniquement à la déforestation nette, vous avez des beaucoup plus jolis chiffres. Vous êtes à 7 millions d'hectares an pour la dernière décennie du XXe siècle, et puis autour de 5 millions d'hectares les 2 dernières décennies. Sauf que si vous voulez une plantation de forêt, la Chine, la Russie et un certain nombre de pays où l'Europe développe de la plantation, mais évidemment, ça n'a pas du tout le même impact sur les forêts biodiverses, y compris les forêts où il y a aussi un certain nombre de peuples autochtones qui en vivent. Donc, un point important que vous ayez en tête, vous qui êtes tous des écologues, attention aux chiffres que vous manipulez quand on parle de politique forestière et de politique globale. Alors, en plus de ça, on a un énorme effet déforestation forestière, dégradation forestière. Attendez, j'ai l'impression que c'est le mot. Ah non, c'est le bon. On a un énorme effet dégradation forestière. Et cette dégradation, elle est probablement un des éléments les plus préoccupants. Dans les données que je vous ai peut-être pas soulignées, il faut savoir que rien qu'en 2015, on a été à 138 millions d'hectares de dégradation causée par les maladies et les incendies. Donc, on est vraiment, au regard de la dégradation, au-delà de la déforestation, sur des effets d'accélération énormes. Et là, on a très, très peu de chiffres. Si vous regardez le dernier bilan de la FAO, en dégradation, on n'a pas du tout le bilan assez chiffré. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que si vous voulez cette dégradation et surtout cette déforestation est très liée à l'agriculture. C'est 80% de la conversion des terres qui détruisent aujourd'hui les forêts. Et donc, c'est beaucoup d'agriculture industrielle. On a du soja, on a de l'élevage, etc. Mais on a aussi des plantations d'exportation, du palmier à huile, du cacao, du caoutchouc, du café. Le cacao est en plein boom actuellement. Beaucoup de forêts africaines sont en train de disparaître avec le cacao. Le palmier à huile commence à rentrer dans le bassin du Congo. Et tout ça, c'est par des industriels, mais c'est aussi des systèmes qui sont aussi des systèmes pris en charge par les petits producteurs. Et les petits producteurs sont aussi impliqués là-dedans. Et donc, on se demande comment, face à une telle accélération, comment les 25 ans de gestion durable des forêts et de ces principes du développement durable n'ont pas fait aboutir les choses. Pourquoi on a si peu d'effets? Alors, je vous ai donné aussi que j'ai sorti donc du dernier rapport de la FAO une idée de ce que produit l'impact. Vous voyez qu'il est énorme. Sur l'Amérique latine, c'est absolument l'agriculture et en particulier l'agriculture commerciale. Mais en Asie, vous avez aussi une forte part d'agriculture locale ou vivrière. En Afrique aussi. Beaucoup plus importante que les infrastructures elles-mêmes. Et en dégradation, on a aussi un très fort impact de tout ce qui est lié à la coupe du bois direct. Voilà, donc on connaît quand même assez bien les raisons de la déforestation. Et donc, les politiques environnementales devraient normalement, connaissant bien ces critères, réussir à mettre en face des outils qui permettraient de freiner ce process. Alors, si on regarde le cas du Brésil, puisqu'on va parler des sourouis qui sont en Amazonie, on peut aussi avoir des données aujourd'hui très précises. Les Brésiliens ont un système de suivi de leur territoire tout à fait précis et donc arrivent de façon claire à suivre les processus à l'œuvre. Ils ont des systèmes de télédétection dont Claudia pourra vous parler puisqu'elle a beaucoup travaillé là-dessus. Et vous voyez là aussi, on a une grande perte de la végétation native, largement liée au processus agricole, donc l'agriculture et l'élevage, plus que n'importe quel autre critère. Si on regarde en même temps à l'échelle du pays,
on voit que quand même en même temps, vous voyez la part du pâturage est absolument énorme dans ce pays, ramené au nombre d'hectares. On voit que la surface encore forestière est relativement importante. On peut entendre, enfin, on peut comprendre du coup pourquoi Bolsonaro s'agite autant en disant qu'on l'enquiquine, que c'est le pays du monde où il y a le plus d'aires protégées. Il a raison. Où il y a encore une grande part de forêt plus qu'ailleurs, il a raison. Voilà. Il s'avère que ça se passe en Amazonie et que c'est en train de se détruire très rapidement en Amazonie. Mais voilà le contexte de l'empreinte, on va dire, des activités sur le territoire brésilien. Si on prend du coup l'Amazonie plus spécifiquement, vous voyez, il y a un arc de déforestation sur toute la partie sud-est. Et là, effectivement, c'est la montée en puissance de l'arrivée de l'élevage, enfin du déploiement de l'élevage et du soja derrière. Et ce qui est important que vous ayez en tête, c'est les ordres de grandeur. Parce que si vous voulez, on reste à des ordres de grandeur énormes, puisqu'on est à 10 000 km² encore aujourd'hui. Mais en comparaison de ce qu'il y avait encore presque 30 000 en 2004 ou en 1995, on peut avoir le sentiment où certains Brésiliens peuvent dire finalement, ça va, quoi, on ne déforeste pas tant. Sauf qu'ils ont eu une politique vraiment de frein, et vous voyez la chute brutale entre 2004 jusque dans les années 2008, jusqu'à l'arrivée de Dilma et surtout Bolsonaro derrière. Il y a eu quand même une politique très dure de frein de la déforestation, où ils sont arrivés à des taux relativement bas de 5000 km², où il n'y avait plus que des petits agriculteurs, mais ils avaient coupé vraiment l'herbe, on pourrait dire, sous le pied des éleveurs, si on peut imaginer ainsi la situation. Donc ça paraît, il y a une remontée certaine, un doublement depuis la baisse historique, mais on a eu des taux absolument démentiels de déforestation amazonien annuelle. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, la déforestation et l'activité d'élevage et de soja étant freinée en Amazonie, elle est allée aussi se reporter sur les forêts natives qui sont en fait des savanes. Donc, comme elles ne sont pas identifiées comme forêts, on ne les analyse pas forcément comme de la déforestation, puisque c'est des zones de savane. Et en tout cas, voilà, ça se transfère sur la région du Cerrado, où là, du coup, il y a eu une énorme accélération de la déforestation et ce qu'on appelle des phénomènes de fuite de l'Amazonie vers le Cerrado, où il y a quand même là aussi des végétations natives très intéressantes et qui forcément ont été très impactées. Donc, si on regarde l'usage en fait du sol dans le Cerrado, on voit que là, les végétations du Cerrado n'ont rien à voir. Ça ressemble un peu à nos garrigues et tout. Il y a des zones de protection aussi dans le Cerrado, comme il y en a en Amazonie. Mais il y a une montée et une accélération du développement du pâturage et du soja. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais vous avez tous peut-être entendu parler des stratégies nationales de lutte contre la déforestation importée. Il est clair que, si vous voulez, le soja en Amazonie sensu stricto est surtout sur du pâturage. Donc, si vous voulez, le soja amazonien ne déforeste plus aujourd'hui directement l'Amazonie, encore qu'avec Bolsonaro, ça bouge un peu, mais généralement, c'est l'élevage et le soja derrière. Le soja, actuellement, c'est sur le Cerrado. Donc, si on ne met pas ces espaces de savane et de ces types de forêts dans les critères de stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, on risque d'avoir beaucoup de mal à réellement freiner l'arrivée de soja ou de viande. La viande arrive plutôt en Angleterre qu'en France, mais ou de viande déforestante. Donc, je vous parle de ça parce que voilà, dans ces enjeux de politique macro, on invente des instruments, mais parfois la définition de ce qu'on fait disparaître va jouer sur les stratégies aussi opportunistes des importateurs et des gens qui tiennent les filières et qui ne veulent pas se mettre en difficulté, qui veulent pouvoir continuer à faire leur business as usual si possible. Donc voilà, donc en fait, vous voyez, on a une courbe très intéressante là, entre 2001 et 2018 de l'absolue montée en puissance du développement du soja et
et de l'élevage au Brésil, hein. Et puis les impacts sur le Cerrado et l'Amazonie et les niveaux de déforestation que ça a produit pour permettre de tels niveaux de production de soja et de têtes de bétail. Alors, du coup, il y a eu des réactions, hein, y compris au Brésil, hein, pour vraiment essayer d'alerter l'opinion. C'est des gros consommateurs de viande en interne aussi, hein. Donc l'opinion dans les frontières et en dehors des frontières sur cette espèce de front absolument démentiel d'action sur l'Amazonie, de déforestation amazonienne. Alors, une première question qu'on peut se poser, c'est quand même bizarre. Comment se fait-il que, malgré les politiques, on n'arrive rien à faire? Pourquoi cette gestion durable des forêts n'arrive pas à faire bouger les choses? Et ce qui est important de comprendre, c'est que les réponses proposées par ces politiques sont des réponses de développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire de faire des réponses de développement durable? Ça veut dire c'est faire des réponses, de mettre d'abord en place des systèmes le plus multi-acteurs possible, où on met plusieurs acteurs autour de la table, des acteurs qui devraient favoriser les échanges entre eux, trouver des formes participatives d'action, avoir des approches plus intégrées. Donc, des systèmes qui nient un peu les processus qui peuvent être très tendus de violence, où on ne met pas toujours les gens autour de la table quand ils sont aussi armés, hein, les uns contre les autres. Donc, une philosophie là, du participatif et de l'intégrer, pas toujours facile de la mettre en œuvre sur les terrains dans lesquels cette logique est proposée, où on a quand même des grosses asymétries de pouvoir. Et puis, beaucoup d'approches par des outils économiques. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter la RED, parce que la RED, c'est un outil économique. Et beaucoup de politiques ont proposé de favoriser tout ce qui pourrait permettre d'améliorer la qualité des échanges en faisant rentrer des enjeux de durabilité à travers des contrats entre acteurs qui prendraient en compte soit des éléments de normes, de moins grand impact environnemental, soit d'accords sur les formes de gestion qu'ils mettraient en place, soit aussi en donnant tout simplement un prix aux ressources naturelles ou au paiement pour services environnementaux, donc des services que ces écosystèmes ou que ces ressources permettent de produire. Et donc, globalement, si vous voulez, depuis Rio, les années 92, on tend plutôt à pousser à faire intégrer l'environnement dans les politiques sectorielles, dans les filières de production qui produisent du commerce et du business, donc améliorer l'agriculture, l'élevage, le transport, etc., plutôt que d'avoir des politiques strictes environnementales. Les aires protégées sont très mal vues depuis les décennies 80-90. C'est un peu l'outil politique à abattre parce qu'il est toujours critiqué comme mettant les gens sous bulle, empêchant les gens de se développer, empêchant la croissance. Voilà. Donc, il y a eu une très, très forte critique après Stockholm en 70 des approches environnementales un peu plus réglementaires ou un peu plus strictes, pour aller vers des outillages de politique qui facilitent d'abord l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles. Alors, si on fait un bilan, c'est une grosse recherche que notre équipe avait menée sur la gestion durable des forêts. Ça a donné lieu à 2 bouquins que je ne vous ai pas mis, enfin, à un bouquin que j'ai oublié de vous mettre en référence, que je vous enverrai si ça vous intéresse, la référence à ça, sur la gestion durable des forêts. Et en fait, on a fait un travail exhaustif pour essayer de comprendre à partir de la donnée scientifique, de la littérature grise, mais des données aussi juridiques, et enfin d'enquêtes auprès d'acteurs directement impliqués, quels étaient en fait les dispositifs concrets d'action que cette philosophie de la gestion durable des forêts produisait. Et donc, on a vu qu'il y a 3 gros types de dispositifs. Les dispositifs d'amélioration de l'exploitation forestière, donc où le secteur forestier essaie de s'améliorer, des dispositifs pour améliorer le stockage du carbone et plutôt donc orienté changement climatique, et des dispositifs d'implication des populations locales. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de cette étude. Vous voyez bien qu'avec des dispositifs comme ça, il y a des trous dans la raquette. Les trous dans la raquette, c'est quoi? C'est que si l'agriculture
est la plus grande responsable de la déforestation, eh bien, améliorer l'exploitation forestière, ça risque d'être un peu minime comme levier d'action par rapport à l'action que probablement il faudrait envisager de faire sur l'agriculture. Donc, il n'y a aucun dispositif prioritaire sur l'agriculture, alors que c'est responsable de la déforestation en premier chef. On n'a aucun dispositif de priorité sur les de conservation type aire protégée parce que ça a eu très mauvaise presse depuis les années 80. Et puis, il y a beaucoup d'enjeux de délégation vers une décentralisation, mais on a très peu de bilan sur les effets de cette décentralisation. On a aussi maintenant des développements de projets de plantation, de restauration. Ça permet aussi d'avoir, comme je vous le disais en introduction, des bilans de déforestation nette beaucoup plus valorisants. Hein. Et donc, effectivement, planter et restaurer par ailleurs, ça fait des bilans positifs, même si on continue à taper sur des forêts très, très biodiverses. Alors, du coup, je vais maintenant, il me reste quoi, 10 minutes, 15 minutes dans le temps qui me reste, donc vous voyez, je voulais vous donner cette perspective, vous donner du coup qu'est-ce qui se passe sur un cas RAID. Et un cas RAID, si vous avez, j'espère que vous avez déjà entendu parler de ça. Il me semble, hein, vu le public que j'ai, mais je vais le redire un peu, ce projet des processus RAID, c'est de réduire des activités qui causent la déforestation. Et ça, en fait, c'est en projetant le fait que par rapport à une déforestation normale que vous devriez avoir, qui est le scénario de référence tendanciel, en mettant en place des processus et des activités moins impactantes et de réduction, vous allez avoir un différentiel qui va permettre donc de déforester moins, donc de produire moins de gaz à effet de serre et donc d'être favorable à la lutte contre le changement climatique. Et contre ça, on va vous donner de l'argent. Alors, ce qui est très intéressant, et je laisserai dans la discussion Claudia vous répondre à vos questions plus précises si vous le voulez sur ce terrain. Ce qui est très intéressant déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que dans cette zone du Rondônia de l'Amazonie brésilienne, on voit carrément par satellite de façon très claire la terre indigène. On voit que la terre indigène, et ça c'était les premiers travaux de Claudia, elle montrait que plusieurs espaces de terre indigène étaient en fait même plus efficaces que les aires protégées portées par les naturalistes. Et on pouvait voir vraiment directement sur les images satellites les contours clairs des terres qui avaient été délimitées pour ces groupes amérindiens et qui effectivement étaient beaucoup moins déforestées alors qu'autour on était plein de fazendas. Donc, c'est le cas de la thèse qu'elle a fait sur cette zone terre indigène Sete de Setembro, qui comporte quand même 1300 habitants, qui est près de 250 000 hectares, et qui néanmoins, petit à petit, vous voyez là, on observe petit à petit une déforestation qui commence à rentrer dans la réserve et produit de la déforestation. Donc là, vous avez un visuel plus précis sur cette déforestation. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le responsable, le cacique qui n'est pas vraiment le cacique ordinien, mais je n'irai pas dans ce détail tout de suite, enfin bref, un des caciques qui s'appelle Almir Soroui et qui va être président d'une association indigène qui s'appelle Materella, va en fait solliciter par lien interpersonnel, parce qu'il s'avère qu'il y avait un thésard américain qui était devenu son copain, etc. Il va solliciter des gens aux États-Unis pour dire mais vous n'auriez pas des moyens pour nous aider, et les gens lui disent il y a ce nouveau mécanisme RAID là, peut-être qu'effectivement ça pourrait être utilisé à l'échelle de ta terre indigène ou de cette terre indigène. Et donc ce qui est passionnant dans le travail qu'a fait Claudia, c'est qu'elle vous montre comment en 10 ans, parce qu'il a fallu énormément de temps, entre les premiers contacts qu'a pris Almir Soroui pour lancer ces programmes et la mise en place réelle d'un projet RAID sur la terre Soroui pour essayer d'obtenir des fonds financiers externes pour cette réduction du fonds carbone, ces groupes vont structurer des alliances avec d'autres groupes, avec d'autres ONG, avec des ONG ou des structures brésiliennes externes comme l'IDESAN. L'IDESAN, c'est des spécialistes ingénieurs forestiers qui sont dans le sud du Brésil, avec des structures financières externes, pour petit à petit structurer une coalition vraiment stratégique
multi-échelles, depuis leur terre, la locale indigène, jusqu'aux échelons les plus macros, pour essayer d'obtenir un format RED de projet qui va leur permettre d'obtenir des fonds pour lutter contre cette déforestation qui commence à rentrer dans leurs réserves. Et donc, il va y avoir vraiment une mutualisation des compétences, y compris pour obtenir des certificats internationaux de RED, des certificats carbone, le VSC, des certificats biodiv, le CCBA. Et donc, ils vont vraiment organiser une mise en œuvre locale jusqu'à l'obtention des crédits qui n'arrivera qu'en 2012. Donc, vous voyez déjà le temps d'organisation pour structurer un dispositif pareil. Alors, ce qui est absolument génial dans l'histoire des Surui, c'est que c'est un peuple qui a appris à se battre, en fait, et qui avait déjà appris à se battre pour leur terre, protéger leur terre. Et donc, c'est un peuple qui est très organisé. Et donc, quand ils vont mobiliser et mettre en place le fonds Surui pour essayer de savoir comment ils vont utiliser ces crédits carbone qu'ils vont avoir accumulés et comment se les développer, ils décident vraiment de s'appuyer avant tout sur les chefs de village et les chefs claniques. Et ils vont avoir une gouvernance du fonds pour l'allocation des fonds aux activités locales sous leur contrôle. C'est-à-dire que c'est vraiment les représentants Surui qui sont les seuls qui peuvent décider de l'allocation des fonds. Et les investisseurs, les experts, etc., sont des conseillers, mais ne rentrent pas dans le contrôle du fonds. Et donc, on voit une énorme structuration sur le terrain pour la captation et le travail de gestion du capital qui arrive. Sauf que problème, les fonds qui vont arriver en 2012 sont très faibles. Il n'y a que 2 entreprises qui mettront des fonds, la FIFA, le foot, et une entreprise qui s'appelle Natura, une entreprise brésilienne. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que par rapport à un tel niveau d'investissement de ce peuple et la difficulté à mettre en place des activités alternatives tardivement, eh ben, il commence à y avoir des dissensus et des tensions internes. Pas assez d'argent. Du coup, il y a certains qui se laissent aller à réactiver des activités illégales d'exploitation dans la réserve, qui font des contrats avec les fazenders externes, et puis il commence à y avoir des conflits internes. Certains disant, Almir Surui, finalement, tu en as profité. D'ailleurs, finalement, est-ce que tu étais vraiment le cacique le plus légitime? Il est même menacé de mort. Et donc, on a des tensions internes dans l'association qui vont poser des problèmes certains, et même une partie de la population qui va définitivement renoncer au projet. Et si on fait le bilan de l'efficacité du dispositif, en fait, il a été plutôt efficace, sauf que, à un moment, il y a lié en fait à un départ de défriche avec une mise à feu, il y a grand vent et déploiement de la surface brûlée, et donc là, crac, on casse le système et on perd l'objectif de performance sur lequel on était censé, a priori, pouvoir recevoir des fonds. Alors, heureusement, si vous voulez, il y a une mesure de sauvegarde dans le système qui dit que, en gros, si vous mettez pas derrière du pâturage et que vous laissez régénérer votre forêt, ça peut être considéré comme accidentel et on ne coupe pas la possibilité d'apporter des fonds. Juste pour couper, c'est que cette année-là, il y a eu une grosse sécheresse qui a eu lieu, donc c'était des conditions climatiques extrêmes. Donc, dans ce cas-là, l'assurance pouvait être aussi sollicitée, puisque comme Maya le dit, il n'y a pas eu d'activité en fait liée à la déforestation derrière. Voilà. Merci beaucoup, Claudia. Voilà, donc je fais très vite, je vous laisserai poser beaucoup plus de questions à Claudia si vous le voulez sur ce sujet. Mais ce que je voulais vous montrer du coup, c'est que voilà, dans cette espèce d'idéal de politique où on met ces systèmes financiers pour essayer d'aider, et là en plus on est sur de la stratégie volontaire, assez expérimentale, sur des petits projets. Bon, il faut des réseaux excessivement complexes pour réussir à les mettre en œuvre. Et il faut construire des outils de mesure compliqués. Claudia pourra vous en parler, parce qu'il faut montrer qu'est-ce qu'on stocke en termes de carbone et qu'est-ce qu'on déstocke. Donc le poids des experts, c'est énorme, parce que c'est des experts qui mettent au point ces méthodes. Et Claudia, qui a travaillé directement avec les Amérindiens, c'est vrai que même eux, alors ils comprennent rapidement ce que vous voulez faire, ça les fait un peu rigoler aussi, la façon dont vous avez besoin de critères et la façon dont vous pensez le carbone pour mettre en place une politique environnementale. Mais bon, voilà, ils pigent ce qui se passe, etc. Mais je veux dire, il faut de l'expertise, il faut de la compétence. Il faut faire de l'analyse de données satellites, etc.
Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, si vous voulez, c'est que vous faites une hypothèse sur le long terme en s'engageant sur des résultats de long terme pour déterminer, y compris la rémunération que vous allez donner. Mais ce qui est complètement fou, c'est que tout d'un coup, vous inversez la pression. C'est-à-dire, c'est plus le pollueur qui émet la pollution qui devient la personne qui a le pouvoir. Hein. C'est celui qui émet l'argent. Peut-être que je fais un raccourci un peu vite. Il faut que vous compreniez que, si vous voulez, ces systèmes RAID, ils sont utilisés comment? Comme vous, quand vous prenez l'avion et que vous dites « Ah, ben, je veux compenser, donc je vais mettre des fonds pour un fonds financier RAID qui va réduire la déforestation. » Alors, du coup, vous continuez à prendre votre avion, mais vous allez demander que quelque part, on vous aide à limiter la déforestation. Et cette demande, elle va pouvoir être faite comment? Eh bien, à des peuples amérindiens qui, eux, sont aussi intéressés d'avoir de l'argent pour protéger leur zone. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, la demande de résultats, c'est à eux qu'on la demande. C'est-à-dire, c'est à eux, ah bon, mais je vous ai donné de l'argent pour limiter la déforestation. Et puis, vous ne la limitez pas? Ben non, après 12 ans, ils ont un peu de mal, quoi. Et du coup, si vous voulez, c'est que vous remettez la pression du pollueur-émetteur qui devient l'investisseur financier sur le producteur de services écologiques. L'autre point qui est important aussi, c'est que vous faites des hypothèses sur des changements de comportement qui devraient être possibles, mais ces changements, c'est souvent des changements techniques, sociétaux, organisationnels, de gouvernance. Tout le monde ne peut pas facilement mettre ça en place. Donc, il y a des situations où ça peut marcher, mais ça ne marche pas toujours facilement. Et puis, il faut que les montants de rémunération soient conséquents. Là, vous voyez que sur ce cas, c'est quand même assez limite. Et donc, on augmente le poids des logiques économiques et financières dans des dispositifs comme ça qui sont loin d'être simples. Voilà. Donc, en conclusion générale, ce que je voulais faire, et je vais m'arrêter là, c'est que dans ce brossage que j'essaie de vous donner de ce que c'est que ces politiques environnementales et le rapport global, local autour des forêts tropicales où il y a des peuples directement impliqués et il y a des forêts en danger qui sont détruites très vite, on a vraiment un souci des dispositifs proposés. Parce que si vous voulez, l'action sur les filières à travers des choix des secteurs productifs prioritaires sur lesquels il faudrait agir est souvent mal ciblée. Là, c'est sûr qu'on se dit, moins que le secteur forestier, il aurait quand même fallu agir sur le secteur agricole. On intègre les questions environnementales et sociales dans des filières, mais de façon très limitée. Hein. Le soja, même s'il tente d'être durable, il est quand même encore très, très impactant. La foresterie à faible impact, elle ne fait pas de la magie. Et le pâturage, voilà, donc c'est des petites niches, hein, ces systèmes agricoles qui intègrent l'environnement au regard des poids lourds. Et puis, du côté de la mobilisation des outils type crédit pour le stockage du carbone, et ben là, on a des process qui demandent beaucoup d'instrumentation managériale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, que les Amérindiens ne peuvent pas y arriver aussi, mais ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Et pendant ce temps, les logiques de déforestation continuent. On est quand même dans le meilleur des cas, à 11 milliards d'hectares an, 11 millions d'hectares an. Donc, ça impose, si vous voulez, des contraintes aussi qui ne sont pas toujours faciles à mobiliser par les populations locales. Et donc, même dans le cas, comme le cas du Surui, on a des populations qui décident vraiment d'être acteurs de la mobilisation des fonds, et ben, à un moment, ils peuvent se retrouver en perte de contrôle sur le système financier dans lequel ils se sont engagés. Et ça pose quand même des problèmes majeurs. Donc, voilà, on est loin quand même de cette idée de réussir à faire cette convergence des 3 piliers du développement durable. Et on a vraiment des nouvelles contraintes autour du juridique, du financier et de l'expertise. Voilà, donc il faut vraiment améliorer les dispositifs de gestion et leur analyse stratégique. Alors, je voulais vous faire un truc sur l'analyse stratégique à la fin, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Et puis, si vous voulez voilà, en savoir plus, je pourrais continuer, mais je vais essayer de rester dans les temps pour l'instant. Je me permets d'intervenir. C'est vraiment très intéressant ce que vous avez dit jusque-là. Merci beaucoup en tout cas. Mais au vu du timing, je pense que vous avez encore pas mal de temps pour développer justement ces aspects Positif alors. Ok.
Ok, Si vous le d'accord. souhaitez, Très bien. Alors, quelques minutes supplémentaires, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Ok, bon, je suis allée un peu au pas de course. J'espère qu'avec les questions, on continuera. Donc voilà, donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est ça, c'est qu'on est dans un processus aujourd'hui où on est un peu coincé, où depuis 25 ou 30 ans, avec le développement durable, on a eu des visions vraiment du type de politique qu'il faudrait mettre en place et qui, comme vous le voyez, à travers des outils économiques et des outils d'intégration dans les filières productives, avancent pas très bien. Alors, ce que du coup, je voulais, pour ouvrir aussi sur un champ un peu positif et des stratégies qu'on pourrait avoir derrière, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment mettre en place des stratégies d'action plus adaptées aux systèmes concrets auxquels on est confronté, eh bien, c'est ça, c'est déjà, il faut se mettre dans les situations concrètes d'action. Alors, il faut aussi sortir d'une tendance très, très lourde qui vous est donnée ou de réactivité un peu d'idées aussi politiques qu'on fournit et puis qu'on fournit beaucoup aussi aux écologues, hein, qui dirait qu'en fait, bon, comme le gros problème, c'est le changement climatique, et que le changement climatique, c'est parce qu'il y a un changement climatique qu'il y a des effets sur les écosystèmes tropicaux, et que ces effets sur les écosystèmes tropicaux vont mettre les usages de l'homme en grande difficulté, eh bien, alors il faut apprendre à s'adapter au changement climatique. Donc, beaucoup, beaucoup d'argent de recherche est mis dans l'adaptation au changement climatique. Hein, comment faire pour que les impacts qui modifient les écosystèmes, voilà, ça fait que de se modifier, il faut s'adapter, il faut s'adapter, il faut s'adapter. Il y a très peu d'argent qui est mis en contrepoint dans l'autre sens, qui est aussi une question de recherche. Ce n'est pas qu'une question d'action, c'est aussi une question de recherche. C'est aussi une question de travail et de capacité intellectuelle et imaginative d'inventer d'autres alternatives. C'est mais les usages de l'homme tels qu'ils sont faits impactent, produisent des dégradations sur les écosystèmes qui, si vous voulez, vont avoir des effets majeurs sur la nature et qui, eux, contribuent au changement climatique. Donc, il y a bien un problème de travailler sur comment on évite, comment on réduit, comment on limite ce processus. Et ça, il y a beaucoup moins d'argent mis pour ça que sur l'adaptation, sur l'évitement et la limitation pour que les écosystèmes encore debout puissent continuer à l'être. Donc ça, c'est déjà un premier point de changement de focale important à faire. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on est obligé de s'intéresser aux situations dans lesquelles concrètement il faut agir. Dans des zones, avant que je vous présente ça, si vous voulez, dans des zones comme l'Amazonie, si on veut monter un projet biodive, les gens vont se dire « Ah bon, bah, je veux monter un projet biodive ». Donc, monter un projet biodive, c'est s'intéresser à la biodive, mettre plein de chercheurs, puisqu'il y a plein de zones de biodive qu'on ne connaît pas bien, qui va permettre de savoir ce qu'il y a comme insectes, comme plantes, comme etc., etc. Vous voyez, la tendance est de penser comme ça. Sauf que si vous êtes en Amazonie dans des zones de déforestation accélérée, un projet biodive comme ça, il est bien, mais enfin demain, vous aurez vos espèces perdues dans un muséum d'histoire naturelle. Si vous voulez un projet biodive qui agisse et qui freine sur la perte de la biodive, il va falloir avoir des projets qui interviennent sur le niveau d'action de destruction de biodive. Et le niveau d'action de destruction de biodive, ben, l'outil efficace, c'est beaucoup plus la télédétection. Et ce qu'on peut sortir comme indicateur pour essayer d'avancer sur les processus de proposition d'action, ou de réflexion, etc., que uniquement du local. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un travail systémique, enfin un travail de systématique des écologues, mais ce que je veux dire, c'est que les projets biodives sur l'Amazonie, s'ils ont aussi comme enjeu de faire que la biodiversité ne disparaît pas, ils doivent être à l'échelle de l'action à laquelle on est confronté. Et donc, si on travaille avec les Amérindiens, c'est aussi quelle est l'échelle d'action qui donne des leviers d'action plus forts pour ces populations s'ils sont aussi un peu des protecteurs et des jardiniers de ces espaces. Et donc, probablement, la solution n'est pas une solution qui s'appliquerait partout. Il faut pouvoir coupler en même temps des enjeux de pression sur la performance environnementale des filières, pas juste leur développement durable, prouver que quand elles disent qu'elles font du développement durable, elles le font.
et que ça veut dire que sur le volet écologique, en dehors du volet social et économique, elles ont des effets. Elles détruisent moins. On peut le mesurer. On peut leur demander des comptes en termes de performance écologique. Donc là, on a des outils qui cherchent à se déployer, mais il y a aussi des outils qui vont pouvoir passer par du contrôle, par de la taxation, par de la fiscalité. On a ces projets de stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée dont je vous parlais, mais c'est pareil, il faut pouvoir la mettre en œuvre avec les bons critères. En tout cas, il faut vraiment suivre ces enjeux de performance environnementale, et donc il faut qu'il y ait des études d'impact avec du résultat et du contrôle. Sinon, voilà, les entreprises vont dire qu'elles ont fait le mieux qu'elles pouvaient, mais qu'elles ont aussi leur business plan à respecter, leur profit, etc., etc. Il y a aussi des actions sur les filières en dehors de la filière agricole qui restent toujours valides pour le cas que je vous présente, mais qu'il faut regarder de près en fonction des systèmes d'action sur lesquels vous travaillez. Donc, il y a améliorer les évaluations environnementales, y compris stratégiques. Il y a aussi analyser les effets indirects et cumulés pour, par exemple, se protéger de processus de fuite, comme on a vu, et augmenter, dans tous les cas, l'exigence de résultats sur des enjeux biodives. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique sur les filières. Il y a l'accord 100% accord de Paris, mais on n'est pas au même niveau sur la biodive. Donc là, on a vraiment, même sur le secteur forestier, vraiment des améliorations à faire sur la biodive. Et on a, sur toutes les énergies renouvelables, beaucoup de principes de précaution à suivre, et là aussi des évaluations de performance, parce que parfois, par exemple, les usines de biomasse en Amazonie, les plans d'approvisionnement, c'est complètement catastrophique, et ça contribue à la déforestation plutôt qu'en limiter son impact. Mais on ne peut pas travailler sur la performance environnementale des filières si on ne tient pas des deux autres bouts, la protection et la restauration. Parce que si vous voulez demander aux filières de s'améliorer, mais lâcher la protection, dire oh non, mais la protection des forêts, c'est remis sous cloche, c'est inadmissible, c'est du colonialisme vert ou je ne sais pas quoi, c'est pas plus du colonialisme vert que le colonialisme agricole. Enfin, je veux dire, le problème du colonialisme est ailleurs, il va s'appliquer sur tous les champs. La question, c'est que quand on ne peut pas protéger des forêts et des enjeux environnementaux, en uniquement intégrant dans les filières. Il va falloir rester en alerte sur les processus de protection et rester en alerte sur les processus de restauration pour les zones les plus dégradées. Pas restaurer là où il y a encore de la forêt qui se régénère toute seule. Non, restaurer là où c'est vraiment laminé. Donc là, il y a des enjeux d'action sur les terres dégradées à reforester, de contrôle des cadastres, d'orientation des zones de plantation, de stimuler les zones de reconquête en forêt secondaire, d'augmenter les connectivités. Et là, le secteur forestier a des vrais enjeux à se développer sur ces terres dégradées. Mais je précise, terres dégradées, pas dans les forêts, dans les terres dégradées. Or, actuellement, les processus de restauration forestière, on les met dans des forêts dites dégradées. Enfin, je veux dire, il y a tellement de zones moyennement dégradées qui sont pour partie encore en régénération. Donc, il y a des arbitrages, il y a des priorités à faire. De même, la protection, on ne peut pas avoir comme idée unique que la forêt, c'est avant tout une réserve foncière pour demain faire de l'urbanisme ou de l'agriculture ou une filière bois. Il y a des enjeux autour de biodiversité et habitat qui sont importants pour les populations locales, au sud comme au nord. Vous voyez de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui se préoccupent de ces accès, de ces fonctionnalités à ces espaces-là, comme espace aussi de vie, de ressourcement, etc., etc. Donc la société, elle est aussi préoccupée d'avoir des forêts de qualité biodiverse et qui soient aussi des habitats pour la faune et la flore. Donc il faut sortir d'une vision primaire de ce qu'est une forêt comme une réserve seulement foncière et de bois. Et il faut au contraire produire des alliances avec le secteur de la conservation et tirer des enseignements des forêts à statut de protection. Les populations locales ont parfois une demande extrême qu'on les soutienne dans leurs enjeux de protection. Ils ne voient pas les externes qui les soutiennent dans la protection de leurs terres indigènes
comme comme des colonisateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend des situations d'action. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des cas où parfois on met dehors les populations. Il y a des horreurs dans le monde de la conservation, comme dans le développement agricole ou dans d'autres développements. Mais je veux dire, il y a plein de cas, et le Brésil le montre, y compris entre des syndicats pour les zones extractivistes de Chico Mendes, entre des syndicats et des sans-terres qui décident de protéger des espaces forestiers. Donc, il y a vraiment une intelligence possible entre le secteur de la conservation et les populations locales. Il y a plein de cas qui montrent que ça a marché. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pour autant un besoin de contrôle, de réglementation. Freiner les fazenderos qui viennent détruire les terres indigènes, c'est important, ça se fait par contrôle satellite. Le frein se fait par contrôle satellite et par aussi voilà, des systèmes de contrôle, de police environnementale qui vont pouvoir intervenir sur le terrain. Donc voilà, on a vraiment ces trois pôles sur des territoires à regarder en même temps. Le frein et l'obligation de performance écologique des filières productives qui disent qu'elles veulent s'améliorer, la restauration des zones les plus dégradées pour redonner une vitalité biodive et environnementale à des terrains qui n'en ont plus, et protéger ce qui est encore à protéger, y compris s'il y a des hommes qui les utilisent. Donc la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, ce n'est pas qu'une séquence séquentielle, les choses les unes derrière les autres. Ça doit se réfléchir en même temps sur les territoires. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments de présentation, vraiment très intéressants. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées, donc liées aux stratégies de gouvernance pour le cas du bassin amazonien. C'était très complet, en tout cas, merci beaucoup. Éventuellement, peut-être, comme Claudia Vittel est avec nous, peut-être qu'elle pourrait rajouter des petits éléments sur son travail sur le terrain, en particulier les dispositifs, les mécanismes RED et RED+. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que Maya a bien dépeint, en tout cas, le cadre de l'Amazonie brésilienne et ce qui s'y passe. Et bien sûr, les populations donc autochtones jouent un rôle essentiel en Amazonie de protection. Je vois qu'il y a eu une question sur les territoires des Amérindiens, s'ils étaient vraiment respectés. Ben, ils font aussi, bien sûr, respecter la délimitation de leur territoire et ils ont un rôle très important dans le respect puisqu'ils se défendent dans les régions où les villes sont très proches aussi des limites des terres indigènes. Ça, il faut aussi le dire, comme Maya l'a montré, dans l'arc de déforestation, il y a des terres indigènes qui sont confrontées à des conflits directs, puisque des populations environnantes très proches, alors qu'on a des terres indigènes qui sont relativement éloignées et qui ne sont pas encore dans cette dynamique-là. Donc, c'est surtout toutes ces terres indigènes qui se trouvent dans l'arc de déforestation qui, aujourd'hui, doivent mettre en place des actions rapides, puisque, en fait, elles sont confrontées globalement à la problématique de développement. C'est-à-dire que les populations pardon, changent leurs habitudes, puisqu'elles sont elles-mêmes intégrées à la, à la société brésilienne, donc ont accès, de par cette proximité, à des achats technologiques. Donc elles sont incitées aussi à déboiser et à participer à la déforestation. Et elles en sont tentées, et beaucoup plus tentées, puisqu'elles aussi veulent avoir accès au progrès, veulent avoir accès au développement de téléphonie, de technologie, donc ce qui fait qu'elles-mêmes participent à la déforestation, comme le cas des saurouilles. Donc le conflit, je veux dire, il est aussi lié à qu'est-ce qu'on attend du développement aujourd'hui. Donc cet équilibre dont Maya parlait entre le développement de l'agriculture, la conservation des forêts, c'est vraiment des questions de développement dans les territoires. Et il est vrai que dans ces populations-là, on a beaucoup de conflits, de visions du monde différents. Et dans le cas des saurouilles, c'est aussi ce qui a participé à l'échec du projet. C'est que certains étaient vraiment voilà, plutôt tournés sur le développement, dirais-je, économique pour améliorer, bien sûr, leurs finances et leur situation financière, alors que d'autres voyaient leurs pertes dans ce développement-là. Donc, on a vraiment un clivage de la population qui a fragilisé le projet et donc qui montre
comme c'est difficile de développer un projet quand on a des visions différentes, que ce soit du développement, du lien aux ressources naturelles, puisque ces populations-là, quand même, en dépendent. Et, donc, je voudrais juste dire que ça demande énormément d'investissement déjà pour avoir une vision globale du territoire, de sa protection. Donc, les populations indigènes aujourd'hui, elles doivent se réunir, elles doivent définir leur territoire dans ce contexte de développement brésilien, puisqu'on sait que, voilà, que la politique brésilienne a pour objectif le développement économique, que c'est quand même un objectif clair et net du gouvernement Bolsonaro, mais aussi d'autres gouvernements antérieurs. Donc, comment elles peuvent favoriser cet équilibre économique et environnemental? Et, donc, la rémunération, je veux dire, voilà, pose aussi la question de qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif environnemental dans les terres indigènes. Et bon, si quelqu'un veut poser une question plus précise, n'hésitez pas, hein. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Claudia. C'était là aussi très, très instructif, très enrichissant. Donc pour justement rebondir sur vos propos, on a une première question qui nous est parvenue Oui. concernant la manière dont le territoire de ces peuples indigènes était délimité avant la mise en place du mécanisme RED. Alors, c'est une délimitation historique puisque, donc Maya pourra en parler aussi, hein, si elle le souhaite évidemment, sur la reconnaissance, des droits indigènes, hein, puisque ces peuples occupaient l'Amazonie, donc avant, la colonisation, d'origine, portugaise et donc leurs territoires, ont réduit puisque, ils ont été occupés donc par des peuples, donc d'autres origines et on leur a aussi bien sûr, voilà, supprimé l'accès à leur territoire d'origine et donc il y a eu un combat aussi, par les populations, donc indigènes dans les années, 80, jusqu'à 88 où on a reconnu donc officiellement, les terres indigènes, comme, territoire d'usufruit des populations indigènes pour les protéger. Donc c'est surtout à partir de ce moment-là que les terres indigènes ont été délimitées. Donc après, bien sûr, il y a un processus de création, je dirais actif, dans le sens où, les populations, conjointement d'ailleurs à des associations ou des ONG, travaillent sur leur territoire ancestral, sur leurs besoins aussi par rapport à l'utilisation des ressources, pour pouvoir démarquer de nouvelles terres indigènes. Donc on a quand même des créations de terres indigènes, mais parfois aussi malheureusement des suppressions, du fait de pressions de groupes de, agricoles industriels qui demandent parfois le recul des terres indigènes puisqu'ils sont limités dans leur production. Donc, en termes voilà, de démarcation pour les indigènes Soloui, la démarcation donc, remonte à 89. Donc, on va dire que aujourd'hui, on est à peu près à une cinquantaine d'années de création de la terre indigène et qui a été démarquée surtout du fait d'avoir que le développement et l'occupation historique donc du Rondônia ait créé énormément de conflits hein, et mortels donc, à la population et qui a créé sa disparition. Donc, la terre indigène a été créée après aussi beaucoup de luttes de ce peuple qui s'est associé aussi aux autres peuples du Rondônia, de l'État de Rondônia, pour qu'un grand nombre de terres indigènes soient créées justement au sein de cet arc de déforestation, donc qui a été surtout soutenu par les politiques de colonisation dans les années 80. Donc après, chaque région a sa spécificité aussi. La lutte aussi est souvent liée à l'occupation et bien sûr au soutien à la fois financier et des infrastructures brésiliennes, du gouvernement brésilien. Donc je ne sais pas si je réponds clairement à la question, mais… Ouais. Ce qui est important aussi, peut-être ce que je peux rajouter par rapport à ce que dit Claudia, parce que je vois par rapport à d'autres aussi questions dans le chat, c'est que si vous voulez, il y a des périodes de politique au Brésil qui sont quand même assez différentes. C'est-à-dire que
Claudia a eu raison de dire que la politique de développement ne s'est jamais arrêtée, hein. Même sous Lula, il a aussi beaucoup développé les échanges avec la Chine, l'exportation du bœuf, etc., hein. Donc, il a été quand même, en même temps qu'il agissait sur l'environnement, il continue à être sur des politiques de développement. Il a eu aussi des politiques sociales, c'est-à-dire qu'il a aussi quand même soutenu une population très pauvre qui commençait à rentrer dans la classe moyenne. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu, et quand même sous sa gouvernance, sous son gouvernement, pour être plus précis, il y a quand même eu une baisse importante sur l'Amazonie. Alors, OK, il y a eu une part de fuite sur le Cerrado, mais néanmoins, il y a eu une volonté vraiment réelle de suivre, de mesurer, de freiner, etc. Et c'est aussi sous le gouvernement Lula qu'un certain nombre de terres indigènes sont rentrées par leur qualité d'effet écologique comme faisant partie du grand nombre en fait, de terres considérées comme des zones de protection, même si c'était des zones de protection habitées par... Ça s'est fait par vagues, comme le dit Maya, avec des gouvernements qui ont donné plus d'importance à l'environnement que d'autres. Voilà. Donc, Et ce à qu'il faut partir voir, des années 80. ouais, voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est que le problème, c'est que ça a commencé à se dégrader avec Dilma, mais avec l'arrivée de Bolsonaro, bon, vous l'avez tous entendu sur les ondes, c'est catastrophique. C'est-à-dire que les acquis sur les territoires indigènes, les polices environnementales qui faisaient quand même leur boulot, le suivi satellitaire. Le premier truc qu'a essayé de faire Bolsonaro, c'est de couper l'herbe sous le pied à l'INPE. L'INPE, c'est la structure nationale de suivi satellitaire des informations de données satellites. En plus, ce qui est très intéressant, si vous voulez, au Brésil, c'est que comme le Brésil a connu une histoire de la dictature, puisqu'ils ont eu 40 ans de dictature avec l'amnistie en 80 et la fin de la dictature en 85, ceux qui ont reconstruit les politiques, les ministères et les structures au sein de l'Amazonie pendant quelques décennies avaient très peur d'un retour de la dictature. Et donc, on fait qu'en plus, contrairement à ce qu'on peut trouver dans beaucoup de pays du Nord ou même en Europe, l'accès à la donnée satellite est très ouverte chez eux. Et donc, ça veut dire que des contre-expertises, ça veut dire que des petites structures qui se mettent à avoir des compétences pour analyser les données satellites, etc., peuvent accéder à un certain nombre de données satellitaires gratuites et suivre. Donc, si vous voulez, c'était une grande ouverture quand même de démocratie et de capacité à suivre ce qui se passait dans le pays. Bon, ben, l'INPE, qui avait fait attention à ça et qui était quand même une structure très ouverte, Bolsonaro est arrivé, il a mis dehors le directeur de l'INPE. Donc, ça montre, si vous voulez, qu'en même temps, même s'il continue à y avoir il y a toujours eu des politiques de développement au Brésil, le poids d'un chef d'État et d'un gouvernement, si vous voulez, pour quand même essayer de donner de la puissance à des politiques environnementales, c'est loin d'être neutre. Je veux dire, ça joue quand même beaucoup. Monter des institutions, donner des moyens de suivi, etc. Sans ça, les acteurs, si vous voulez, de l'économie, seuls entre eux, il ne va pas se passer grand-chose. L'environnement, sans un minimum de réglementation, il ne faut pas rêver, hein. Ça n'arrive pas à marcher. Oui, et puis il faut quand même dire que voilà, le Brésil a un code forestier quand même relativement exigeant sur le respect justement des critères environnementaux. Et puis sous le gouvernement Lula, il y avait enfin un respect du code forestier qui date de 1965, donc il remonte. Mais aujourd'hui, le code forestier existe toujours, mais il n'est plus appliqué comme il devrait être appliqué. Et c'est bien là où justement, quand on réduit les moyens de vérification, d'inspection, l'application ne se fait plus. Donc, il faut être très attentif et tous les travaux qui sont menés sur la déforestation au Brésil donc, ont un regard critique sur les moyens qui sont donnés par les gouvernements pour faire appliquer les règles environnementales qui sont existantes. Et c'est bien là justement ce qu'on reproche souvent au Brésil, c'est d'avoir créé quand même des règles exigeantes, d'y avoir réfléchi, mais ne pas les appliquer et d'utiliser souvent ces références comme, je veux dire, preuve de protection environnementale, mais qui finalement n'est pas effective. Et c'est souvent ce qu'on a reproché dans les grandes conférences internationales aussi au Brésil sur cette mascarade environnementale.
Une autre question peut-être? Oui, justement, on peut rebondir sur une autre question posée sur Zoom par Kakaja qui nous dit qu'il a une question politique en pensant que gouvernance et corruption marchent de manière similaire dans le système, que ces deux entités affectent conservation et développement durable de la ressource. Et du coup, sa question, c'est comment est-ce que vous voyez cela en Amazonie, la situation et la correction du phénomène? Le problème de la corruption et politique et corruption, oui, c'est des problèmes dans le monde entier. Bon, on n'en est pas non plus à l'abri dans les pays de l'OCDE, hein, donc c'est très complexe. C'est-à-dire que ce qui m'inquiète toujours, c'est que je me dis, bon, moi je veux enfin, mon idée, peut-être que c'est parce que je suis enseignante, c'est de tomber ni dans le cynisme, ni dans le fatalisme. Oui, bien sûr, il y a de la corruption, il y en a toujours eu. Il y en a au sud, il y en a au nord, il y en a partout. Est-ce que pour autant il faut devenir cynique? Est-ce que vu le taux de destruction aujourd'hui de la biodiversité, de ces forêts absolument magnifiques en fait qu'on ne saura pas reconstruire, de ces espèces qui sont en pleine extinction, hein, et on sera les générations qui les auront vues disparaître, est-ce que là il faut être fataliste et se dire que tout est foutu? Non, moi je pense que tant qu'il y a tout ça c'est produit par les hommes, donc tant qu'il y a une intelligence collective, une volonté de faire que les choses peuvent être autrement. On peut aussi se donner les moyens de faire autrement. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est pourquoi je voulais vous présenter un peu ces enjeux de politique et d'outils, c'est que quand les outils sont inventés, ils ne sont pas bêtes. Ce n'est pas idiot la RED. La RED, même au départ, c'était vraiment l'idée de dire non mais attendez, on ne va pas juste donner des fonds pour la plantation d'arbres, parce que ça, l'implantation d'arbres, on peut l'observer, etc. Pourquoi on ne donnerait pas des fonds aux pays ou aux collectivités locales ou aux groupes qui sont capables de maintenir leurs forêts, de les tenir debout? C'était ça l'idée du mécanisme RED, d'ailleurs inventé par les Brésiliens hein, au début. Enfin, c'est eux qui les ont lancés sur l'international. Et ce n'était pas idiot de se dire, ben oui, c'est vrai, finalement, il y a quand même certains qui font gaffe et qui détruisent moins que les autres. Pourquoi ils ne seraient pas rémunérés pour ça? Pourquoi on rémunérerait que ceux qui plantent des arbres? Alors, après, il y a eu une grande bataille entre est-ce qu'on va faire payer le flux ou le stock? En gros, bon, OK, on veut bien payer les gens qui montrent qu'ils vont arrêter de déforester ou qui vont freiner la déforestation. Par contre, on ne va quand même pas payer le capital sur pied, quoi. Parce que le Guyana, à un moment, a dit, bon, écoutez-moi, les pétroliers, ils veulent venir chez moi, ils me donnent tant d'argent pour détruire 30 zones. Donc, moi, je veux bien pas la détruire, mais qui me donne l'argent au moins équivalent pour que je ne détruise pas ma forêt? Il y a plein de gens qui ont dit, bon, le scandale, ça va être du chantage sans fin, des corruptions, etc. etc. Ça pose une question. Pourquoi le capital naturel n'est pas un capital reconnu avec son niveau de valeur? Peut-être que si, je ne sais pas, hein, un lion, un arbre bicentenaire ou multicentenaire coûtait plus cher que des lingots d'or, on le protégerait, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est que les idées que les hommes produisent ne sont pas idiotes. On peut toujours en inventer des nouvelles. La vraie question, c'est comment on arrive concrètement à le mettre en œuvre dans le contexte d'action dans lequel on est et comment on peut bouger par rapport à ça quand, en ayant les faits réels de la façon dont on a du mal ou qu'on a de l'aisance à les mettre en place et qu'on ait du mal, c'est normal, ça met du temps, on ne change pas comme ça du jour au lendemain, eh bien, qu'on le prenne en compte et qu'on voit avec ça ce qu'on peut en faire. Et ce n'est pas pour se déprimer, c'est pour être en conscience du niveau de levier d'action qu'il faut, de l'intelligence humaine, mentale, d'investissement, voilà, et de désir qu'on a pour que vraiment ça soit autrement. Voilà, c'est tout ça qu'il faut réussir à construire. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, il y a cette demande de changement pour essayer de se dire on ne va pas quand même laisser complètement bousiller notre planète.
il y a des peuples indigènes pour lesquels le problème est aussi vital parce qu'ils vivent dedans, mais bon, certains d'entre eux, ils préfèrent aussi peut-être être ailleurs que là où ils sont, comme le disait Claudia. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi pas? Je veux dire, c'était pareil en France, les agriculteurs, il y en a aussi plein qui voulaient quitter leur zone et qui préféraient aller en ville. Puis maintenant, il y a plein de gens qui veulent retourner à la campagne. Enfin bon, je veux dire, c'est pas, ça bouge, les peuples, ils bougent. La question, c'est qu'est-ce qu'on va être capable de construire sur notre planète si on se connecte sans penser que les gens, les Amérindiens, ils sont forcément si différents que nous. Ils ont leurs enjeux, ils ont leurs problèmes, mais comme d'autres, et ils ont aussi ce qu'ils ont à défendre et ceux auxquels ils tiennent. Et comment on travaille ensemble et quels sont les outils qu'on a. Mais surtout, est-ce qu'on les a à la mesure de ce qu'on veut faire bouger? Si vous voulez, quand il y a des millions et des millions et des millions pour soutenir des lobbyistes des fonds bruns, enfin de tout ce qui est voilà, l'énergie, le pétrole et le reste, et qu'en face, on a des espèces de microbes sur les moyens pour l'environnement, et ben voilà, un microbe contre un éléphant, il peut lutter, mais il ne va pas attaquer au bon endroit tout de suite aussi efficacement. Et je Enfin, rebondis voilà, il y a un ça problème pose d'asymétrie. sur la question de l'adaptation et justement d'éviter les dégradations. Parce qu'aujourd'hui, d'où vient cette discussion? On posait la question tout à l'heure. Pourquoi aujourd'hui il faut s'adapter au changement climatique et ne plus lutter contre les changements climatiques? Parce qu'en fait, il s'est avéré que ce sont les modèles climatiques qui disaient, ben, donc on doit, pour arriver à finalement ne pas augmenter la température moyenne à la surface de la Terre, aujourd'hui, on n'en est plus capable, donc on va devoir subir. Donc, du moment où en fait les modèles ont parlé et ont dit les actions ne sont pas assez efficaces pour finalement atteindre l'objectif de température fixé, eh bien maintenant, on sait que c'est inévitable, donc on va devoir s'adapter au changement climatique. Mais comme le dit Maya, ça veut dire qu'on accepte en fait de se développer toujours de la même manière. Donc maintenant, on sait que c'est inévitable, on continue notre développement et on doit s'adapter aux conséquences de ce développement en termes climatiques, donc d'émissions de gaz à effet de serre et de ses impacts sur l'atmosphère. Et donc du coup, aujourd'hui, il est vrai que même au niveau européen, les financements sont environ à 80% sur l'adaptation et 20% contre la lutte vraiment des vecteurs qui causent des changements climatiques, qui sont à l'origine des changements climatiques. Donc, on se dit finalement qu'on a perdu la bataille et qu'on ne changera pas le modèle de développement en place. Et c'est pourtant ça sur lequel il faut absolument faire bouger les lignes, puisqu'on voit qu'on ne peut plus supporter le développement que l'on a actuellement. Donc, avec toutes ces questions, évidemment, de surpopulation de la planète, est-ce qu'aujourd'hui, les gens pourront continuer à avoir le même confort est-ce que la Terre peut supporter un tel développement? Donc, il est vrai qu'il faut pouvoir changer aujourd'hui ces grosses machines économiques, on va dire, des filières qui ont beaucoup d'impact et qui pourraient surtout fonctionner autrement, voilà, qui pourraient avoir moins d'impact. Donc, travailler sur l'impact lui-même et comment réduire l'impact des activités. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. À nouveau, c'est très transversal, que ce soit sur tout ce qui a été dit précédemment comparé à l'Amazonie et voilà toute l'importance des pays du Nord dans ces stratégies de gouvernance. Il y a une autre question également très intéressante de Mamadou Badji sur Zoom. N'hésitez pas d'ailleurs les autres participants, si jamais vous voulez prendre la parole pour une question, il nous reste quelques minutes, ce serait toujours également intéressant. Donc la question de Mamadou, c'est la suivante. Donc ne pensez-vous pas que pour freiner ce phénomène, il ne faudrait pas changer les paradigmes du développement, par exemple en revoyant les indicateurs pour évaluer le développement d'un pays? Alors, bon, effectivement, hein, il y a beaucoup de chercheurs, hein, d'ailleurs, qui travaillent sur la question des indicateurs de ce qui est la richesse ou le poids d'un pays. Donc, ils travaillent sur les indicateurs du PIB. Dominique Méda fait partie des chercheurs très actifs dans ce domaine, mais il y en a d'autres, hein, qui disent effectivement, pour commencer à inverser la vapeur, il faudrait que la richesse des pays, hein, le poids de richesse qu'on donne aux pays,
intègrent des indicateurs qui puissent être des indicateurs de développement humain, des indicateurs de qualité écologique de leur pays, et qui pourraient faire qu'aussi des pays riches en ressources, en écosystèmes qui fonctionnent, etc., puissent compter ces indicateurs-là dans leurs indicateurs généraux. Et du coup, on aurait une vision beaucoup moins asymétrique de quels sont les pays riches et les pays pauvres, puisqu'on pourrait faire rentrer tout un tas d'autres indicateurs qui montreraient la richesse de ces pays, qui intégreraient une richesse sociale et environnementale dans les critères de valeur. Donc évidemment, ça c'est des hommes qui doivent faire bouger ça, mais c'est tout à fait possible et il y a des gens qui essaient de se batailler aujourd'hui pour ça. Alors effectivement, en Afrique comme dans beaucoup de pays, si vous voulez, en dehors du fait qu'il y a une demande d'infrastructures, d'avoir des routes et tout ce que vous voulez, ce qui se passe souvent, mais c'est pareil dans nos campagnes, la construction de barrages en France, ça, par les demandes de collectivités locales ou d'élus, relève du même problème qu'on a en Afrique, donc c'est pas différent. Souvent, effectivement, des politiques sont contents de montrer qu'ils ont eu un résultat et un impact sur leur territoire et leur population quand ils ont mis en place des infrastructures. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de routes, qu'on n'a pas besoin éventuellement de barrages, mais si vous voulez, cette course à l'infrastructure, cette course à l'urbanisation, moi je le vois, je suis aussi à la mission d'autorité environnementale pour l'Occitanie en France, donc depuis peu je travaille aussi sur des cas français, alors que j'ai passé toute ma carrière à travailler sur des cas nord-sud, enfin sud, je me rends compte que finalement, c'est complètement sidérant parce qu'il y a toujours des projections d'un avenir de la collectivité locale ou de la commune ou de la ville qui va toujours dans une logique d'une croissance avec des infrastructures qu'on amplifierait. Donc, même si les taux démographiques sont en baisse, les gens vous font des indicateurs de croissance qui va faire qu'il va falloir faire de l'urbanisation et construire là, etc. Et donc, on peut même avoir de la spéculation immobilière qui se déploie sans pour autant qu'il y ait vraiment toujours une demande et une urgence de cette demande-là dans les priorités au niveau local. Mais c'est une tendance lourde des politiques de faire tenir en fait leur poids et leur valeur de le fait qu'ils mettent en place des infrastructures dures. Il n'y a pas encore énormément, si vous voulez, de politiciens ou de groupes qui vont être valorisés parce qu'ils auront créé un environnement plus sain, avec plus d'arbres, fait des parcs, maintenir les oiseaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas que dépendant des politiques, c'est aussi dépendant du désir des populations, de l'attente qu'ils ont quand ils mettent quelqu'un au pouvoir. Est-ce que ce qu'on doit aussi attendre dans les enjeux, c'est que des enjeux de croissance vus sur les indicateurs historiques de croissance, ou est-ce qu'il y a des autres enjeux qui seraient d'autres valeurs qui sont à mettre en place et sur lesquelles il faut pouvoir se battre. Donc pour moi, la question n'est pas plus africaine qu'elle est ailleurs. Par contre, ce qui se passe en Afrique, c'est que c'est les derniers lieux où on a encore, si vous voulez, l'Indonésie a été très abîmée. Il reste, le palmier à huile en particulier, il reste encore une bonne partie de l'Amazonie, et puis il reste le grand bassin du Congo. Ce grand bassin du Congo, il est tout le monde se concentre sur lui pour pouvoir y tirer des minerais, demain pouvoir y planter du palmier à huile, étendre les zones de cacao, parce qu'on a déjà bousillé toute la Côte d'Ivoire en cacao, c'est déjà plus le Ghana, il est en train de partir, enfin bon bref, parce qu'on mange aussi de plus en plus de chocolat, à 90%, donc on est aussi responsable de la déforestation avec tout ce qu'on mange comme chocolat. Bref, voilà, on est tous liés dans le système là. Et donc l'Afrique, oui, là, elle se retrouve à nouveau confrontée à une surdemande sur son territoire, avec voilà, des moyens, de l'argent et des politiques qui jouent dans ce jeu. Donc les alternatives, elles dépendront aussi de la demande des peuples africains. Donc oui, il y a des enjeux de changement de paradigme, c'est certain. Ok, merci à nouveau pour ces précisions. Il nous reste encore un petit peu de temps. On va peut-être prendre une ou deux questions supplémentaires.
comme par exemple un peu plus tôt sur Zoom, Sandrine qui posait la question suivante: la police environnementale et les conventions internationales sont-elles efficaces et respectées sur le terrain? Ben, ça dépend des pays, c'est ce qu'on disait, ça dépend un peu des politiques. Si vous voulez, il faut un enforcement, faut la mettre, faut se permettre qu'elle fonctionne. Donc, par exemple, Lula, il a été efficace pour faire tenir la police environnementale. La police environnementale, elle est quand même le plus souvent effectivement nécessaire, mais elle n'est pas toujours facile à tenir. Dans certains pays d'Afrique, je veux dire, même les gardes de parc, même s'ils sont formés, etc., si en face, ils ont des gars, vu le prix de la vente de l'ivoire qui arrive armés de Kalachnikov et tout, les pauvres gardes, même s'ils sont armés, à un moment, ils ne font pas le poids, quoi. Hein. Donc, faut voir, il y a sur certaines ressources naturelles, il y a une telle demande, il y a des prix du marché à l'export tellement hallucinants, quoi. Quand vous voyez ce que déploie Environmental Investigation Agency, qui est une des grosses ONG environnementales qui travaille contre la criminalité environnementale, pour le bois de rose qui est en train d'être dégommé dans toute l'Afrique de l'Ouest, bon, voilà, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, oui, les politiques environnementales et la police environnementale, elle est nécessaire, mais il faut qu'elle soit à la hauteur et il faut que les gens, voilà. Si c'est un pays corrompu où le ministre de l'Environnement signe toutes les autorisations, ben, là où ça devrait être interdit parce que c'est des espèces qui sont protégées par la CITES, si votre ministre y fait ça, vous avez quand même peu de chances de faire qu'une police environnementale soit efficace. Donc voilà, il y a une volonté politique derrière, quoi. En France, Ensuite, les conventions, elles ne sont pas suffisantes à elles seules, mais qu'elles soient là, ça peut être un levier d'action. En France, par exemple, s'il n'y avait pas l'Europe, sur plein de dossiers environnementaux, on serait à la ramasse. C'est parce que l'Europe régulièrement dit à la France qu'il va falloir qu'elle paye des PV, hein, parce qu'elle n'a pas respecté ses engagements, que finalement la France se bouge. Et à l'international, pour les autres pays, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, un système de convention sur lequel on s'engage et qu'on ne respecte pas. Eh ben, s'il y a une infrastructure multilatérale qui dit Edith, vous vous êtes engagé, vous ne respectez pas, vous allez payer, ben, les gens, ils respectent un peu plus. Et puis, on voit qu'en France aussi, il y a peu de moyens pour inspecter, que ce soit les industries aussi. En moyenne, on a un inspecteur pour 300 entreprises. Donc ça, je l'ai vu récemment dans une donnée sur les DREAL. Donc, ce sont les DREAL hein, qui font, je veux dire, office de vérification de l'application des règles environnementales. Il y a très peu de moyens. Donc, même en France, les inspecteurs croulent sur leur dossier, n'ont pas le temps de vérifier, je veux dire, aussi profondément qu'ils devraient le faire par rapport à toutes les exigences qui sont demandées aux entreprises. Et qui ont Ouais, ouais, je veux absolument souligner ce que dit Claudia, parce que, par exemple, la mission environnementale régionale d'Occitanie, l'Occitanie, c'est grand, vous voyez, c'est quand même une grande région, quoi. Eh ben, cette structure qui a été mise en place, pourquoi? Parce que justement, la France a été attaquée pour être en conflit d'intérêts, puisque c'était le préfet de région qui signait les projets de développement tout en signant les projets d'environnement. Enfin, voilà, c'était voilà. Donc l'Europe a dit, écoutez, il faut une autorité indépendante parce que ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir celui qui pousse au développement économique qui, en même temps, celui qui va signer l'évaluation d'autorité environnementale du truc. Bon, donc ils ont mis ces missions en place avec une autonomie pour toute l'Occitanie. On est 6, on est passé à 8 avec 2 en plus pour tout projet, plan, programme. Urbanisme, éolien, usine, photovoltaïque. Et moi, je fais ça en plus du reste de mon enseignement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Les gens pensent que, bon, mais il y a des lois, il y a des structures, il y a des instances. Oui, mais avec quelle force de frappe dedans? Combien il y a de personnes pour faire le boulot? Alors, c'est vrai que tous les gens qui sont en environnement, c'est des gens motivés, donc ils travaillent jusqu'à pas d'heure, tous les jours, les week-ends et tout. Mais bon, à un moment, tout le monde s'essouffle. Et comme il y a de moins en moins de fonds publics, c'est quand même pas évident. Donc, il y a quand même un enjeu d'arbitrage des moyens. Oui.
Et c'est ces analyses-là qu'en tout cas, nous, chercheurs, on peut faire. Et dans une thèse comme j'ai pu la faire, c'est d'aller vraiment mesurer sur le terrain. Bon, comme aussi Maya a fait une énorme thèse pendant plusieurs années, d'aller fouiller tout ce qui existe, de trianguler les informations pour voir si vraiment, parfois ce qui nous semble pourtant, je veux dire, exister en termes environnementaux, existe réellement. Puisque sur le terrain, on se rend compte que la réalité est de tout. Donc, c'est grâce aussi à bah, personnes qui mettent en lumière, je veux dire, la réalité et les difficultés surtout que rencontrent ces projets. Puisque quand on voit les communications qui sont faites, il existe des projets environnementaux, l'environnement est partout, mais la réalité est vraiment beaucoup plus décevante. Donc, il faut aussi des gens qui permettent de critiquer, d'avoir une approche qui peut montrer aussi que les engagements doivent être respectés et demander, là je pense par exemple à l'affaire du siècle, qui demande à, je veux dire, à l'État français finalement de prouver, je veux dire, que déjà il n'a pas atteint ses objectifs et aussi qu'il soit finalement qu'il soit traité en justice comme toute autre personne qui n'aurait pas voilà, qui n'aurait pas mis en place les actions sur lesquelles elle s'appuie, qui soit pénalisée surtout et punie pour ça. Aujourd'hui, l'affaire du siècle, c'est quand même une nouveauté. Pour une fois, un État peut être je veux dire, poursuivi en justice pour son inefficacité, en l'occurrence climatique. En tout cas, merci à nouveau pour toutes ces précisions, très très intéressantes, très enrichissantes. Au vu du timing, il est 19h35. On a pas mal de questions encore sur Zoom, mais ça va être un peu compliqué pour toutes les prendre. On va peut-être, si vous le souhaitez, en prendre une dernière, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oui, la dernière après, il faudra que je m'arrête parce que j'ai encore des choses à faire et j'ai encore une journée d'enfer demain. Comme toutes les personnes qui bossent en environnement, on n'arrête jamais de bosser. Ok, très bien. Par exemple, celle de Michel qui demande doit-on compter sur les politiques qui ont une durée de mandat incompatible avec les enjeux de conservation des forêts et qui voient principalement par un prisme économique pour sauvegarder nos écosystèmes. Alors, bon, d'abord, ce que je dirais, c'est que, alors, ce n'est pas dans tous les pays, c'est plus ou moins fragile, etc. Mais il y a des politiques, effectivement, qui ont le temps de leur mandat, de leurs élections, mais il y a aussi des institutions dans les pays qui ont une plus ou moins grande stabilité. Bon, vous voyez toutes les discussions qu'il y a eu autour de ce qui s'est passé aux États-Unis. D'ailleurs, je n'ai même pas eu le temps de voir aujourd'hui où on en était, là, avec l'arrivée de Biden, mais qui a posé fondamentalement l'idée de est-ce que, du coup, les institutions pourraient complètement craquer, quoi. Bon, sur les questions environnementales, et en France, c'est pareil, si vous voulez. OK, les gouvernements changent, et la place des gouvernements est loin d'être neutre sur l'action et les orientations qu'ils vont donner à leur ministère et aux services instructeurs dans les ministères. Néanmoins, il y a quand même une compétence de gens qui traitent les dossiers et les gouvernements passent, mais les dossiers sont là. Alors en plus, en France, on n'est pas comme aux États-Unis. Il n'y a pas systématiquement le changement de tous les chefs de service des ministères en plus du ministre, etc. Nous, on a un changement de gouvernement, on a un changement de ministre, mais toutes les têtes ne changent pas dans les services instructeurs. Voilà. Donc, il y a quand même si des fois le taux de rotation est rapide, que parfois justement on se plaint parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, là ils sont perdus », on part avec un tel qui part avec son savoir et sa connaissance des dossiers. Aussi parce qu'en environnement, les gens sont fatigués, ils sont sous grosse pression de travail, voilà, donc c'est quand même des gens souvent engagés qui des fois en ont marre et au bout de 15 ans s'épuisent et préfèrent changer de secteur parce qu'ils n'ont plus l'énergie de continuer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, heureusement, des savoirs et des compréhensions de la mise en œuvre des process, des dispositifs, de l'action, du suivi des territoires, etc., existantes dans les services de l'État. Encore, tant que l'État n'a pas complètement été laminé, mais ça existe encore.
Et heureusement, souvent, on s'appuie sur ça, sur ces connaissances accumulées dans les services instructeurs. Donc, voilà, il y a un peu de résilience au système purement politique en dents de scie. Mais oui, évidemment, il faut tenir le moyen et long terme. Et donc, ça, c'est un enjeu fondamental. Et de l'autre, effectivement, il n'y a pas que l'économie. Et ça, beaucoup de gens le savent, y compris dans les services de l'État. Hein. Donc, oui, il faut faire bouger les lignes. Ok, très bien. Merci encore pour la réponse à cette dernière question. Écoutez, merci beaucoup Maya et Claudia pour votre présence, pour cette présentation très, très, très enrichissante et pour tout le travail qui a été effectué sur le terrain. C'était vraiment très, très Merci sympa. beaucoup. Merci, je suis contente que Claudia ait pu nous rejoindre parce que comme moi qui ai fait tout au dernier moment, j'ai aussi appelé Claudia au dernier moment et j'espérais qu'elle puisse être là, mais j'en étais pas certaine. Donc, je suis très heureuse qu'elle ait pu venir et qu'elle ait pu vous faire partager son expérience. Et n'hésitez pas à la recontacter si vous voulez en savoir plus, parce que c'est une grande, c'est vraiment une super chercheuse de terrain et elle a fait un boulot fantastique 10 ans là-bas. Elle a passé beaucoup de temps là-bas et vraiment, voilà. Ben, j'en profite pour vous encourager, vous voilà, qui incarnez la jeunesse aujourd'hui, entre les 20 et 30, voilà, je dirais 30 ans. C'est le moment d'explorer, d'aller connaître justement des régions plus éloignées, de s'investir dans la compréhension des systèmes. Vous avez l'énergie et il faut vraiment l'utiliser à cette fin. Puisqu'après, je veux pas dire, bon, on vieillit un peu hein, quand même, on a besoin de mettre en place des actions. Donc, profitez de cette énergie surtout. N'essayez pas de vous caser trop vite. Réfléchissez voilà, vraiment à l'action que vous voulez mener de manière la plus critique possible. Osez être chrétien. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et vous avez bien sûr la chance d'avoir Maya Leroy à votre portée. Et, et c'est pas donné à tous, je vous le dis. Merci à vous en tout cas et très très bonne continuation et bien sûr pour votre contribution future pour l'environnement. Merci beaucoup pour ce message très positif pour terminer cette conférence. Merci beaucoup à tous les participants d'être restés jusqu'au bout ce soir. Et je vous rappelle que demain aura lieu une autre conférence en compagnie de Victor Nara qui posera la question de la place pour les populations humaines dans la protection des forêts d'Afrique centrale. Merci encore beaucoup à tous d'avoir été présents jusqu'au bout. Bonne soirée à tous. Et très bonne soirée. Et Bravo à oui, gardez l'énergie malgré le Covid. De toute façon, le Covid n'est qu'un symptôme du bazar dans lequel on est. Donc, voilà, il faut être résilient et créatif et garder votre énergie. Pas de fatalisme et pas de cynisme. Allez, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.